Bien, bonjour à toutes et à tous pour les amis qui vont nous rejoindre, je l'espère en tout cas, hein. J'ai vu que vous étiez en ligne, donc si vous pouviez m'envoyer un petit émoticône, je ne sais quoi, pour savoir si... Oh, très bien. Voilà déjà quelqu'un, je la connais bien. Est-ce que... Bonjour Marie. Bon, on va attendre peut-être quelques petits instants que les uns et les autres arrivent. Bonjour Claudia. Anne Musso. Hi, Anne Very, very glad to have you here. Annie, ok, Annie. Ok, donc apparemment on m'entend et on me voit. Alors l'essentiel est que vous puissiez me voir, bien entendu. Euh, the best thing is to be able to hear me and maybe to see me is not that important, in fact. So we'll try to do it as you understand. Part of the time in French and part of the time in English, the best I can. You can be sure that I will do the best I can. Bien. Alors, j'espère que tout le monde m'entend correctement. On attend un petit peu. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui étaient en attente et qui devraient, je l'espère, pas trop tarder à arriver, sachant que les gens m'entendent et me voient, donc c'est bien là l'essentiel. Claudia, j'espère que tu vas bien, que tu vas mieux. Anne, where do you come from, Anne? Alors, c'est une première. C'est une grande première for me and for us. Donc, je pense que ça risque d'être un petit peu délicat au niveau technique. Bonjour Virginie. Alors, le côté intéressant, c'est que je vois qu'il y a des gens il y a des malades et des gens qui ne sont pas malades. Donc, ça permettra d'expliquer un petit peu. Ah, bonjour. Bonjour Stéphanie. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu m'entends et me vois bien? Surtout m'entends. J'ai un commentaire. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner en termes de, de retour et d'échange. Euh, Par exemple, Stéphanie, est-ce que tu m'entends correctement? Quelle est la vitesse de réaction? J'en ai strictement aucune idée. Encore une fois, c'est une grande première. Donc, je ne sais pas du tout la vitesse de réaction de cette méthode. Alors, inviter. Vraiment, je ne sais pas comment ça marche, hein. Ah, Stéphanie. Merci Stéphanie. J'en ai entendu pas moins de toi, bien entendu. Alors, Martine, bonjour, enchanté. D'accord, toi tu m'entends, donc c'est parfait. Donc le temps de réaction semble correct. On attend, désolé, on attend peut-être encore un peu pour qu'il y ait un peu plus de gens qui arrivent, parce que je sais que... Bonsoir Lionel. On va attendre peut-être 4-5 minutes, hein, le temps que les gens... Bonjour Martine, bonsoir même. Pour nous, bonsoir. So Anne Moore, I saw that Anne Moore was there. Do you hear me? And can you tell me where you come from? Because there are too many people so that I remember where all the people come from. Philippe, bonjour. Michel, bonsoir. Bonsoir pour Philippe également, bien entendu. Merci d'être présent, hein, merci d'être présent à l'heure. Euh, Encore pour cette première. Alors, c'est une première, donc est-ce que ça va en amener d'autres? Pourquoi pas? Nous verrons à la fin et vous me direz, hein, j'attends vos critiques constructives avec attention et voir s'il y a un intérêt quelconque à faire ce genre de choses. Je pense que oui.
Bonsoir Claudia. Bonsoir Christine. Bon, ça arrive tout doucement. Alors, excusez-moi. euh, le but du jeu de cette intervention, ce n'est pas que vous m'entendiez parler en permanence, ça n'a pas d'intérêt majeur, c'est qu'il y ait vraiment une interaction, que vous puissiez me poser vos questions sur des doutes, des questions quelconques sur la médication, sur hein, tout ce que vous voulez. J'essaierai dans la mesure du possible et de mes capacités de vous répondre de la manière la plus intelligente possible, dirons-nous. Et de là, nous verrons où ça nous mène et comment ça fonctionne. Et s'il y a une réelle interaction. Je pense que oui, il n'y a pas de raison. Hein. Tous les gens qui sont là sont forcément intéressés par cette maladie et surtout par notre avenir. Hein. C'est bien ça l'essentiel, on est bien d'accord là-dessus. Alors que, comme vous pouvez le voir derrière moi, hein, et c'est clair, sur là-dessus, hein, l'association, c'est visant à guérir la rétinochoroïdite de Birdshot. Hein. Donc, pour que ce soit clair dès le départ, le but du jeu, c'est bien de guérir ça. Hein. C'est pour ça que nous sommes là. Bonsoir Véro, j'espère que tu vas bien. Merci d'être présent. Bon, après, l'avantage effectivement de ce genre de choses, du moins j'ai vu ça comme ça, c'est de se dire que on peut réunir des gens qui sont un peu partout dans le monde sans que tout le monde ait à se déplacer. La difficulté de se déplacer, vous savez que pour les gens qui sont malades, c'est loin d'être évident. Hein, vous le savez aussi bien que moi. Hein, vous savez que je fais partie du même club que vous. Hein, je suis usager de la maladie, donc ça crée forcément des difficultés. Ce qui fait que créer effectivement des réunions un peu partout, ne serait-ce qu'en France, c'est déjà une complication, mais comme nous avons des amis qui sont des amis malades, qui sont d'un peu partout dans le monde, c'est encore une difficulté supplémentaire. Oui, j'espère que nous serons très nombreux même. Bonsoir Patricia, j'espère que tu vas bien également. Alors, j'ai vu que nous avions pas mal d'amis également, nos amis sud-africains qui étaient présents du moins sur Facebook au moment où j'ai pris l'antenne. Alors, il tarde peut-être à trouver le lien, ce qui est possible aussi. Et bonsoir Laurence. Euh, Ça c'est encore une autre problématique. Hein. Comme c'est une première pour tout le monde. Donc j'entends bien que ça peut être relativement compliqué pour des usagers que nous sommes de Facebook. Alors je tourne en même temps. Hein. C'est pas forcément évident. Encore une fois, c'est une première. Donc nous allons essuyer les plâtres ensemble. Pardon. Alors pourquoi j'ai voulu faire cette émission, cette, cette intervention à 18 heures. Bon, vous l'avez compris, comme nous avons des gens qui sont un peu partout, malades un peu partout dans le monde et qui nous suivent tout simplement. À savoir que nous avons des personnes qui vont de Nouvelle-Zélande jusqu'à aux États-Unis, Argentine, etc. Bon, vraiment un peu partout dans le monde. Vous savez que donc il y a des décalages horaires énormes qui sont créés. En le faisant à 18 heures, cela permet à nos amis également qui sont francophones, bah, Carole par exemple. Bonsoir Carole. Donc Carole justement est québécoise. Hein, donc j'espère que tu n'as pas trop froid, Carole. J'ai vu que ça commençait à tomber de manière assez considérable dans ton coin. Donc Carole, voilà, ça lui permet également d'être avec nous. Hein. Si nous avions fait ça à midi, bon, c'était forcément extrêmement difficile. Nos amis également américains, nos amis d'Amérique du Sud également peuvent être présents s'ils le souhaitent. Et puis, ben, ça permet de se rencontrer pour une fois, les yeux dans les yeux. C'est vrai que je communique assez rarement, voire pas du tout, sur moi, parce que je n'ai aucun intérêt particulier à communiquer sur moi. Je le fais quand je suis dans les fonctions de président d'association, bien entendu. Bon, ça, j'ai pas moyen de faire autrement, mais l'intérêt, il est pas là. Hein. Clairement, l'intérêt, il est de faire avancer les choses et que plus nous serons nombreux et plus nous irons dans le même sens, plus on aura une chance de trouver une solution pour cette saleté de maladie
On peut l'appeler comme ça. Alors, répondre à Martine. Alors, pardon, je lis en même temps que vous, excusez-moi, mais comme en plus la lumière fait que ça pose certaines difficultés, si vous voyez une tête ronde avec des lunettes qui bougent tout le temps, c'est parce que j'essaie tout simplement de lire ce qui est écrit. Bon, écoutez, je vais démarrer un peu comme ci, comme ça. De toute évidence, je n'ai pas l'impression que nous ayons pour l'instant des amis anglophones. Je ne sais pas. Il y avait tout à fait Anne Moore. Anne Moore. Anne Moore. Pardon. Oui, donc j'ai souhaité effectivement que nous fassions quelque chose d'un petit peu, entre guillemets, exceptionnel, pour la simple et bonne raison, c'est que nous fêtons cette année et sur, alors pas exactement aujourd'hui, mais en fait, théoriquement mardi. Hein. Quelle question? Il y a plein de questions qui te sont posées, tu ne réponds pas. Bah, je ne vois pas du tout. Ben, il y en a plein. Alors, paraît-il qu'il y a plein de questions, mais que je ne les vois pas. Alors, regarde sur ton téléphone peut-être. Moi, je t'entends. Ok. Excusez-moi, vraiment, quand j'ai dit qu'on allait essuyer les plâtres ensemble, nous allons vraiment essuyer les plâtres ensemble. Véronique, elle a posé une question. Alors, voilà. Ben oui, mais ça fait qu'une question, non, pas 40 000. Ok. Il y en a 3. Alors, les premières questions arrivent. Pardon, mais je vais faire en sorte d'être le plus, que ce soit le plus simple possible, et c'est pas toujours évident que les choses difficile. Alors, Lumira va être bientôt en générique. Oui, c'est exact. Est-ce que certains en ont déjà pris? Alors ça, c'est une bonne question. J'ai vu ça en fait tout simplement. J'ai vu aux États-Unis. Certains avaient commencé à le prendre. Je n'ai pas de résultats là-dessus pour l'instant. Donc, personnellement, je ne sais absolument pas quelle est l'efficacité. À mon avis, il n'y a pas de raison que ce soit moins efficace. Il y aura peut-être des allergies aux éléments complémentaires qui sont en dehors de la fonction même du médicament. Mais ça, ma foi, ça, je serais incapable de le dire. Donc Christine, oui, bien sûr, sachant que je n'ai pas atteinte. D'accord. Ben, Christine, vous pouvez bien sûr poser des questions, il n'y a aucun souci. Euh, Même si vous n'êtes pas malade, bien entendu, c'est le but du jeu. Euh, alors, toc. Très bien. Pardon, hein, ça semble un peu rock'n'roll pour l'instant. Alors, Philippe me pose la question, combien de personnes sont atteintes dans le monde? Alors, à ce jour, nous ne pouvons faire qu'une estimation. Et cette estimation, à mon avis, elle est de l'ordre de 3000. Donc 3000 personnes sur 7 milliards et demi, vous vous rendez bien compte que quand on appelle une maladie rare, c'est vraiment une maladie extrêmement rare. Euh, En France, on doit être à peu près 700. Le reste du monde représente le solde, tout simplement. Alors, euh, beaucoup également chez nos amis britanniques, et également concernant les États-Unis, il y en a également pas mal. Alors, c'est une maladie. Alors, pardon, ne voyez pas de cadre raciste entre guillemets là-dedans. Ça s'appelle la maladie de l'homme blanc, c'est-à-dire que pour les gens qui ont une génétique entre guillemets de type blanche, c'est sur ces gens-là effectivement que la maladie agit. Ailleurs, ça n'agit pas. C'est encore une des questions que l'on peut se poser en termes de génétique, le pourquoi du comment de ce genre de choses. Il te faut ta secrétaire. Oui, tu as raison. Tu as raison, Claudia. Il me faut ma secrétaire. Heureusement, elle est arrivée en cours de route. Hein. Alors, comment participer oralement? Ah, malheureusement, on ne peut pas participer oralement. Ça, c'est la problématique de ce genre de choses. On ne peut pas participer oralement. Alors, peut-être qu'il existe une autre technique qui permettrait éventuellement d'être tous ensemble connectés. Ça serait une sorte de conf call. On pourrait faire une conf call à un moment donné, effectivement. Alors, je ne sais pas si ça se fait sur Facebook, peut-être sur Skype. Je ne sais pas. Ça pourrait peut-être s'envisager dans le futur. Tout à fait. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? J'essaie de voir en même temps, hein, veuillez m'excuser, mais
Bonsoir Bruno. Alors, est-ce qu'on a une prédominance des hommes contre les femmes? Alors là, Carole, c'est une question à laquelle je serais bien incapable de répondre. J'ai beaucoup de statistiques dans tous les sens, mais très honnêtement, je n'ai pas de statistiques concernant la prédominance ou des hommes ou des femmes sur ce sujet. Je dirais qu'a priori, il n'y a pas de raison particulière pour qu'il y ait plus de femmes que d'hommes, mais là, ça n'est qu'un avis personnel qui n'a aucune valeur scientifique. Donc, une excellente question. Mais écoute, je me poserai, j'essaierai de trouver non pas une statistique, parce que malheureusement, les statistiques sur ce genre de maladie n'existent pas, mais voir comment on pourrait faire pour trouver euh, trouver ça. Alors, il existe entre guillemets quelque chose de particulier, c'est que ce sont plutôt les femmes qui s'expriment via Facebook, par exemple. Et ils s'expriment par exemple pour leur mari. Ça, je peux le constater. Hein. Il y a plein d'hommes qui ne viennent pas là-dessus. Par contre, ils disent voilà, certains me disent voilà, mon mari est malade, etc. Et me posent différents types de questions. Donc ça, est-ce que ça a une valeur statistique? Non, mais voilà. Alors Marie, quelle est l'origine de cette maladie? Ah, voilà une question qu'elle est bonne comme question. Euh, si, ma foi, si on le savait, ce serait plus intéressant. À savoir, alors effectivement, ce que je vais dire, c'est peut-être un peu, c'était peut-être un peu difficile, mais à ce jour, on ne connaît vraiment rien sur cette maladie. Vraiment, absolument rien. Déjà, c'est une maladie relativement neuve. On a été détecté, on a commencé à la détecter en 1949, donc ça, on peut dire que c'est pas tellement récent. Mais elle a été commencée à étudier vraiment dans les années 80, et ça représente tellement peu de monde que, ma foi, on n'a pas de statistiques et on ne sait pas exactement d'où ça vient. Et quelle est la partie génétique? Quelle est la partie héréditaire? Quelle est la partie? Vraiment, à ce jour, on ne sait absolument pas. Donc, ceux qui diraient le contraire, malheureusement, je préfère dire que c'est une erreur. Euh, Tout l'intérêt de la recherche qui a été lancée est là-dessus, justement, à savoir quelle est la part génétique, etc. Alors, effectivement, Claudia, tu as raison. En Centrafrique, qui est donc une zone, a priori, noire, la maladie, effectivement, ne se présente pas. En Afrique, le seul endroit où l'on puisse trouver des malades de manière un peu plus importante, c'est en Afrique du Sud. Pourquoi? Ce sont tout simplement les bourgs qui sont et toutes les colonies britanniques, etc., françaises aussi, hollandaises, etc., qui sont passées et qui, effectivement, toute cette part génétique est restée là-bas. Idem pour tout ce qui est Australie, Canada, bien entendu, et États-Unis, c'est évident, mais également Nouvelle-Zélande. Bon, toute cette partie-là, quand on regarde les statistiques, je ne sais pas si vous êtes allé sur le site, j'imagine que oui, pour voir un peu les statistiques, de savoir où sont placés les malades, mais ce sont vraiment des zones ou du Commonwealth ou les zones effectivement européennes, mais européennes plutôt du Nord, dirons-nous. Bonsoir Christelle. Alors, Philippe, sommes-nous obligés de prendre un traitement à vie, même si la maladie ralentit? Alors, à ce jour, comme vous le savez fort bien, on ne traite pas la maladie, on traite les symptômes. Donc, tant que vous aurez des symptômes, tant que nous aurons des symptômes, nous serons bien obligés de les traiter. Hein. Les inflammations sont traitées avec des corticoïdes. Ensuite, vous avez les immunosuppresseurs, pardon, les anti-TNF-alpha qui sont arrivés un peu plus récemment. Donc, le temps effectivement qu'on aura ce type d'inflammation, on sera bien obligé de prendre des traitements. Donc, l'intérêt, c'est effectivement de trouver un traitement qui permettra de traiter non pas les symptômes, mais bien la maladie. Et c'est toute la difficulté des choses, bien évidemment. Alors, la maladie ralentit, oui. Alors, comme vous le savez probablement, il y a des phases dans cette maladie. Hein. Des phases qui malheureusement ne vont que dans un sens. Alors, par moment, effectivement, nous avons des phases de rémission où pendant
X mois, X années pour certains, vous avez une phase pendant laquelle les choses ne bougent quasiment pas. Et puis, il peut y arriver par moment une rechute, et là, la vision rebaisse. Et à ce moment-là, effectivement, il y a une hausse des inflammations, une hausse des problématiques de vision, et auquel cas, ben, on est probablement obligé de reprendre de nouveaux traitements. La difficulté également, c'est de faire attention à la surmédicalisation. Si on prend des médicaments à des doses peut-être trop élevées ou peut-être trop longtemps, à un moment donné, je me doute bien que leur action va certainement être moindre. Donc la difficulté est de trouver vraiment la bonne dose entre le bon traitement, les doses, et puis, ma foi, la longueur, le temps pour les prendre. Alors, question arrive. Veuillez m'excuser, je vais les unes derrière les autres. Alors, Stéphanie dit, effectivement, pourrait-on faire une étude statistique sur les conditions de vie des malades avant le diagnostic pour savoir s'il y a des éléments communs, une origine sociale, effectivement. Alors, l'origine sociale, je ne sais pas, mais au moins l'origine géographique, ça serait intéressant. Les conditions de vie, alimentation, surpoids, stress, type de travail, etc. Oui, tout à fait, ce serait éventuellement possible. C'est même tout à fait réalisable. Alors après, à réfléchir à la forme à laquelle on pourrait le faire, mais c'est quelque chose de tout à fait réalisable dans le temps. La difficulté, c'est d'avoir des chiffres qui soient des chiffres qui valent, qui ont une certaine valeur, c'est-à-dire avec un nombre suffisant. Si quand on pose une question, il y a 10 personnes qui répondent, la valeur est quasi nulle. Or, généralement, quand on fait une statistique sur Internet, peu de gens répondent. Donc, si les gens jouent le jeu, oui, on pourrait faire des statistiques extrêmement intéressantes et que l'on pourrait rajouter à tout l'aspect recherche qui aurait un côté social et géographique, en plus de tout l'aspect génétique. Ouais, il y a certainement quelque chose d'extrêmement intéressant à faire là-dessus. Oui. Alors, existe-t-il une susceptibilité génétique? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, c'est la maladie de l'homme blanc. Pardon pour ce terme, mais c'est ainsi que le corps médical parle en fait. Hi David, nice to see you here. Very glad to see you here. Well, now you have English friends online, so welcome to David. Donc, je suis persuadé qu'un choc psychologique peut être à l'origine. Alors, just to explain, juste une minute pour expliquer à nos amis, s'il y a des amis anglais ou et étrangers, parce que les choses passent assez vite sur le côté et j'ai un peu du mal à les voir en même temps. So, hi David, it's nice to have you here. So, I was just explaining everything to all the audience and the way we are working on this live. So, I will try to answer the question in the language where it's been done. So, and then I will translate if it's okay for you. Can you tell me if it's okay for you? Do you hear me? Do you see me? Is it okay for you, David? Bien, donc les facteurs psychologiques, le stress. Alors ça c'est un sujet. Il est clair que le stress est une problématique. C'est-à-dire que n'oublions pas que nous sommes une usine chimique. Hein. Tout notre corps est une usine chimique. Là, je ne fais pas partie du corps médical, donc moi j'en parle en tant qu'ingénieur. En tant qu'ingénieur, effectivement, nous sommes une usine extrêmement complexe. Donc le stress, c'est l'apport de choses qui sont extrêmement négatives globalement pour le corps. Donc est-ce que le stress est mauvais? Oui, probablement. Est-ce que le déclarer la maladie est à cause du stress? Personnellement, je ne le crois pas. Le stress apporte certainement quelque chose. Est-ce que c'est l'aimant déclencheur? C'est vaste sujet, mais oui, vaste sujet, mais intéressant. So, someone was asking me if the stress was something really important to this disease. And I just said, the stress doesn't help. It doesn't help. Voilà pourquoi, tiens, j'en profite juste 15 secondes pour vous donner on parle de stress, donc on est en plein dedans. Je vais justement vous parler de l'expérience que je fais avec mon épouse d'ailleurs, soit dit en passant. C'est sur le CDB. Alors CDB, cannabinoïdes, donc sans les effets narcoleptiques bien entendu, hein, ce serait quand même un peu ridicule, mais sur lequel je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une réelle
je pense qu'il y a un certain intérêt pour ce genre de choses. Sur mon expérience, ça va faire 1 mois et demi, 2 mois que je le prends. Euh, Au niveau de ma vision, je n'ai aucune idée de savoir si, pardon, il y a ma secrétaire qui arrive. Il y aura des questions. Bah, ouais, il faudrait que tu puisses m'aider à la limite parce que oui, mais comme ça c'est compliqué. Pardon. Alors ce sont les aléas du direct, dirons-nous. Donc oui, le CDB. Tout ce que je peux dire effectivement, c'est que alors actuellement on prend du CDB en 5%. Moi, je prends 6 gouttes le soir avant de me coucher. On a amélioré de manière considérable la qualité de notre sommeil. Pour moi, meilleur sommeil, meilleure récupération, moins de stress, moins d'inflammation, etc. Je suis persuadé qu'il y a du positif là-dedans et donc du positif pour les yeux. Donc voilà, ça c'était une petite aparté concernant ceci. Alors, est-ce que c'est un vaccin qui a pu déclencher ça? Là, tu vois, Christelle, malheureusement, moi, j'ai pas fait de vaccin de l'hépatite B et malheureusement, c'est cette maladie. Donc, encore une fois, peut-être ça fait partie un des facteurs. Ça fait partie peut-être d'un des facteurs, mais ça n'est pas l'ensemble des facteurs, malheureusement. Aujourd'hui, pour prendre l'aspect purement génétique, 90 à 95% des gens qui ont déclaré cette maladie ont l'antigène HLA à 29 positif. Bon, ça veut dire que là-dedans, il y a énormément d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Lesquels, et justement, c'est tout l'intérêt de démarrer la recherche et de savoir un petit peu ce qui peut éventuellement apporter cette problématique. Alors, qu'est-ce que la forme atrophique? N'y a-t-il pas d'inflammation? Maladie progresse quand même. Encore une fois, je ne fais pas partie du corps médical. Donc, après, les questions peut-être un peu trop techniques vont être un peu compliquées pour moi. Une forme atrophique, c'est une forme qui, a priori, c'est ce que je peux avoir également, qui va effectivement atrophier tout simplement la rétine. Maintenant, une fois donc je saurais pas te dire. Donc je préfère éviter de dire des bêtises tout simplement. Alors c'est quoi? Une étude intéressante. Alors, pardon, je lis encore en même temps. Quels sont les qui ont prouvé une efficacité dans Birdshot sans parler des corticoïdes? Quels sont les TTT? Alors Christine, qu'est-ce que tu entends dans CTT? Oui Stéphanie, on a toujours besoin d'une femme organisée. Bah, en fait, la difficulté est la suivante, c'est que j'essaie de faire un compromis entre mes gros doigts, les petites touches et mes yeux qui fonctionnent un peu comme vous, avec des difficultés. Et les choses en fait vont extrêmement vite et c'est pas très simple, enfin, tout simplement. Mais c'est pas grave. On essuie les plâtres et on fera mieux la prochaine fois, comme dirait l'autre. C'est pas grave. Hi John, nice to have you here. Traitement, d'accord. Christine, traitement, ok. Quels sont les traitements dont on dispose? Écoutez, moi, je scinde ça en trois, en fait, tout simplement, les traitements. Vous avez bien entendu dès le départ, généralement, des corticoïdes. Des corticoïdes, donc tout ce que vous connaissez, cortoxyl, prednisone, etc. Tout ce que vous avez au démarrage, au solimidrol généralement pour un bolus au démarrage, dans des doses qui sont extrêmement délétères, il faut dire ce qui est. Alors ça, c'est une efficacité, c'est évident. Maintenant, c'est un vieux médicament, mais qui fait ses preuves et qui continue à faire ses preuves. Deuxième chose, vous avez
toute une série d'immunosuppresseurs. Alors, dans les immunosuppresseurs, je mets tout le monde. Alors après, il y a des marques différentes, il y a certainement des capacités différentes selon les individus à agir, etc., etc. Et enfin, dans les derniers qu'on a pu avoir, le dernier en tout cas, c'est un anti-TNF alpha qui s'appelle donc Lumira, hein, qui est entre guillemets le médicament qui, à mon avis, pour l'instant, fait des preuves assez intéressantes parce qu'il, de manière globale, bien sûr que c'est pas vrai pour tout le monde, mais de manière globale, il apporte relativement peu d'effets secondaires et pas mal d'effets positifs. Alors ça, c'est de manière globale et générale. Alors sans parler des corticoïdes. Donc voilà. Alors dans les autres choses, vous avez également les interférons, mais je les classe également dans les immunosuppresseurs, ainsi que la cyclosporine, hein, qui sont des médicaments anti-rejet à la base. Donc immunosuppresseurs. Donc en trois catégories. Pour moi, c'est trois catégories. Ensuite, les modes d'admission, malheureusement, bah, voilà, vous avez les cachets, les gélules, vous avez les injections. Bon voilà, ça c'est parfois vous les connaissez malheureusement aussi bien que moi. Alors. Alors, pardon, hein, mais j'essaie de faire avancer les choses. Alors, bonsoir. Merci Agnès, tu es bien aimable. Alors, sous douillon, beaucoup de problèmes digestifs, nausées, etc. Mais passons, oui. C'est une question qu'on pourra poser, Claudia, c'est une question qu'on pourra éventuellement poser sur le mur. Là aujourd'hui, c'est difficile mais vous pourrez répondre effectivement à Claudia. Combien de personnes sont sous double immunosuppresseur actuellement et pour lesquelles ça pose bien entendu des problèmes. Ça, vous pourrez répondre à Claudia. Alors, Carole. Est-ce qu'on doit dire effectivement, Carole, à son toubib qu'on prend du CDB? Bon, on peut lui dire, après tout, ça pose pas de problème majeur. Alors, il y a des pays. Alors, la difficulté de ce genre de produits, c'est que selon les pays, effectivement, vous avez des autorisations, pas d'autorisation, et c'est une problématique. En France, a priori, un cannabinoïde classique, on n'a pas le droit de le prendre. Le CDB, c'est autorisé à partir du moment où on n'a plus de TSH dedans, tout l'aspect euh, planant entre guillemets du produit et qui n'a aucun intérêt pour la maladie, c'est clair. Maintenant, en fait, j'ai commencé tout simplement ça parce que pour en avoir discuté avec une autre amie qui elle est en Australie et une autre également qui est, je crois, en Écosse ou en Angleterre et qui avait des résultats assez incroyables, assez exceptionnels, avec des doses certainement un peu plus importantes de CDB, hein, certes. Après, il faut trouver la bonne dose et ça, c'est la difficulté. Mais aujourd'hui, même les toubibs de manière générale une difficulté entre guillemets à donner les doses correctes à tout un chacun. Tout ce que je peux moi constater effectivement, c'est que l'on fasse 50 kilos ou 200 kilos, on prend une injection du Mira par exemple, 40 mg. Bon, est-ce qu'il y a une logique? On peut pas le dire. La seule chose logique, effectivement, c'est quand on prend des corticoïdes. Là, effectivement, c'est par rapport au poids. Là, je peux un peu mieux comprendre. Mais sur toutes les autres types de traitements, bon, il y a une problématique. Alors, c'est la même chose pour le CDB. Il y a certainement une efficacité. Moi, j'en suis absolument persuadé. C'est naturel. Alors, les effets secondaires, ça, je ne sais pas. Moi, le seul effet secondaire positif que je peux avoir, c'est que je dors mieux. Je dormais très peu et maintenant, je dors à peu près correctement. Donc, je récupère mieux. Je suis plus en forme. Donc, ça, c'est quand même vachement positif. Vous appelez la question de Mélanie. Alors, en dessous de Christine, sans traitement. mais le problème, c'est que ça va éviter de gronder. Et puis, pardon, je parle avec ma secrétaire privée et néanmoins la vice-présidente de l'association. Donc. Et vous êtes en parlé de faire des régimes sans sucre, sans gluten et sans lactose. Alors, les régimes sans sel, sans gluten, sans lactose. Moi, il n'y a personne qui m'a parlé de faire des régimes comme ceci. Néanmoins, tous ces éléments qui sont des éléments rapportés qui n'existaient pas avant, il y a 50 ans, avant qu'il y ait de l'industrie effectivement agroalimentaire. Le gluten était naturel, ne posait pas de problème. Tous les produits lactiques. Alors, pour ceux qui connaissent le professeur Joyeux, alors il est très controversé le professeur Joyeux, attention. Moi, je pense très sincèrement qu'il a une certaine raison dans tout ce qu'il raconte. C'est-à-dire que les produits lactés d'origine de gros animaux, donc de lait de vache,
génèrent une problématique non négligeable et sont à l'origine d'une bonne partie, si ce n'est de toutes les maladies auto-immunes. Hein. Ça semble assez logique, hein, dans sa façon de raconter les choses. Regardez sur Internet, vous allez sur YouTube, vous tapez professeur Joyeux, facile à retenir, et vous verrez, il y a des choses extrêmement intéressantes, et puis il explique bien, de manière très simple. C'est un professeur qui a été reconnu au niveau international. Il a été également le président de l'AFSA en France, etc. Bon, c'est quelqu'un de reconnu, mais qui, comme il a maintenant 80 ans, se fiche totalement de savoir si ça va plaire ou pas aux industries diverses et variées. Donc, il dit ce qu'il pense, tout simplement. Alors, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il n'a pas raison? Malheureusement, les exemples montrent qu'il aurait plutôt raison. Voilà. Donc, des régimes, je pense que de toute façon, je vais enfoncer une porte ouverte. Bien se nourrir, c'est mieux que mal se nourrir. Et c'est idiot ce que je dis, mais je pense que c'est la réalité. On doit faire attention. Alors, d'autant plus quand on prend des médications. Si je prends l'exemple de tout ce qui est stéroïdes, bon là, il faut faire extrêmement attention car c'est très délétère, pas de sel, pas de sucre, pas de voilà. Donc il faut faire extrêmement attention à tout ça. Du moins c'est la préconisation que moi je ferais. Hein. Alors c'est pas rigolo, hein, ça je vous l'assure. Vous le savez aussi bien que moi. Ça plaît à personne, mais c'est ainsi. La question d'après le professeur Brézin. Alors j'arrive, Claudia, j'arrive, ne bouge pas. L'Humira est très bien pour les grosses inflammations comme l'œdème, mais moins efficace sur petites inflammations. Il a pas évident que c'est pas. Alors, concernant le. Tu vois la question? Comment? Tu vois la question? Oui, l'Humira est très bien pour les grosses inflammations. C'est la preuve vivante. Alors, si c'est Brézin qui l'a dit, je veux dire, il n'a pas totalement faux, mais il n'a pas totalement raison. Et j'en suis la preuve flagrante. J'avais des inflammations importantes, même si. Alors attention, je pense que s'il y a un œdème, le traitement, il est essentiellement, dans un premier temps, stéroïdien. C'est des corticoïdes effectivement à haute dose. Là, malheureusement, il n'y a pas de solution. Je dirais que l'Humira, c'est quelque chose qui va traiter plutôt sur du long terme que d'avoir une action extrêmement ciblée et forte sur une inflammation qui serait soudaine et puis très importante. Maintenant, globalement, sur tous les gens dans le monde qui prennent l'Humira, les résultats sont quand même globalement extrêmement positifs. Hein, globalement. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Comment avoir du CDB, où trouve-t-on? Alors, Martine, comment peut-on avoir du CDB? Dans les banlieues. Non, je plaisante. Si tu m'enverras ton mail, je te dirai où en trouver de qualité, parce que c'est toujours la même chose. Alors, j'ai cherché un peu partout à droite et à gauche, ça m'a pris du temps avant de démarrer, hein, et puis j'ai demandé conseil à droite et à gauche pour savoir ce qui était vraiment intéressant. Ce que je souhaitais avoir, c'est du CDB pur, donc c'est vraiment avec un taux de TSH, hein, le côté je plane, qui était à 0. Hein. Le but du jeu, c'est de ne pas non plus se faire arrêter par la police en tant que drogué, ce serait quand même le comble. Donc envoie-moi ton email, s'il te plaît. En personnel ou par mail directement, non pas sur le public, là, je pense pas que ça intéresse les gens. Donc pour ceux d'ailleurs que ça intéresse, hein, vous me l'envoyez sur contact@horus-birdshot.fr pour ceux que ça intéresse, et je vous enverrai les coordonnées de ce magasin. Alors, je n'ai aucun intérêt dedans, hein, qu'on commence pas à dire, bah oui, mais alors celui-là il est mieux qu'un autre. Non, parce que j'ai regardé un peu partout, et c'est celui qui propose le CDB le moins cher, non pas le moins cher, j'ai dit connerie, le CDB le plus pur, et sur lequel on a fait un test pendant 1 mois et demi, et sur lequel vraiment j'ai que du positif à dire. Donc voilà, c'est juste un avis personnel, et je n'ai aucun intérêt économique là-dedans, soyons clairs. Hein. Alors ensuite, bonsoir Cathy. Carole qui demande s'il faut mentionner le fait qu'on prenne du CBD ou du CDB. Ça c'est dit à Carole. Est-ce qu'il faut le dire au tout bib? Pourquoi pas? Je veux dire, je pense que le médecin, il va pas être pour. Parce qu'on ne rentre pas dans le cadre de quelque chose qui peut mesurer et dont il connaît les effets.
tout ce que je peux dire, c'est qu'il connaît les effets de rien du tout sur cette maladie. Donc pourquoi pas du CDB? Alors, Carole, tu peux lui dire comme ne pas lui dire. Euh, Personnellement, je ne l'ai pas dit parce que j'ai même pas pensé, à vrai dire, et que c'est un choix tout à fait personnel. Très honnêtement, j'ai pas d'avis. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas après tout? N'est-il pas risqué de prendre du CDB sans surveillance médicale quand on prend déjà d'autres médicaments plus ou moins lourds? C'est Claudia. C'est Claudia. Alors, je dirais que prendre du CDB en l'ajoutant avec d'autres médications, la question peut se poser. Oui, la question peut se poser. Euh, il n'y a pas d'études dessus. Donc, je veux dire que tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir. Donc, il faut tester. Si on sent effectivement qu'il y a de moindres problèmes quelconques, bah stop, on arrête. Il n'y a pas de, alors oui, etc. Il n'y a pas de dépendance parce que la TSH est retirée, donc il y a pas cet aspect de dépendance, non, pas du tout. C'est pas une drogue, c'est comme, j'ai pas de choses qui me viennent en tête particulièrement, mais il y a aucune dépendance là-dessus, réellement aucune. Hormis le fait peut-être que si j'en prends pas, je vais mal dormir, et là je vais me dire, je vais peut-être en reprendre parce que je préfère bien dormir. Donc à mon avis, ça n'est que mon avis, tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir. Voilà. Mais Il y a une question de Christine juste en dessous. alors, Christine. Pourquoi les ophtalmos connaissent pas cette pathologie? Le cursus des études. Alors, depuis 9 ans, hein, on fait nos 9 ans là, hein, aujourd'hui, quasiment de l'association. Comme ça, tu répondras à la question de Carole en même temps qui demande à quoi ça sert l'association. D'accord. Alors, comme ça, j'en viendrai à quoi sert l'association en même temps. Qu'est-ce qu'elle fait? D'accord. Il existe aujourd'hui plus de 3000 maladies rares. Et là, je parle dans la nomenclature française et internationale Orphanet. Ce qui veut dire que le corps médical va d'abord s'occuper du plus grand nombre. Ça paraît un peu logique. On va s'occuper de la DMLA. Il y a des millions de personnes. Dans d'autres cadres de maladies auto-immunes, on va s'occuper de la polyarthrite rhumatoïde. On va s'occuper voilà, de plein de choses qui concernent plein de monde. Donc, on va bien former les gens là-dessus. Ce qui veut dire que sur les maladies qui sont primo-récentes, secondo, très peu visibles, il n'est pas impossible que dans leur cursus, le nom soit évoqué, mais que ce soit passé de l'oreille gauche à l'oreille droite du corps médical, oui, bien sûr. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et avec l'association, et là on en vient à ce à quoi sert l'association également, c'est qu'avec par exemple Cochin forme tous les ans énormément de médecins. Ils forment tous les gens qui sont dans le corps de l'optique, etc. Et ces gens-là ensuite vont s'installer un peu partout, en province, etc. Et le fait, en plus d'aller voir les gens, d'aller voir, comme moi par exemple, il m'arrive de faire des interventions également dans des écoles pour l'expliquer ce qu'est la maladie. Donc, il y aura de plus en plus de gens qui seront formés, et là, l'information faite par l'association est également importante. Ça permettra effectivement aux médecins et aux ophtalmos, dans un premier temps, de mieux connaître ou de connaître tout simplement la maladie. Par exemple, oui, par exemple, d'ailleurs, je vais refaire une intervention à Pasteur dans un mois, quelque chose comme ça, pour expliquer effectivement aux étudiants le pourquoi du comment ça se passe avec cette maladie, etc., pour qu'ils soient effectivement sensibilisés à tout ça. Donc ça, c'est important. Ensuite, on communique aussi pas mal par voie de presse. Vous voyez, à chaque fois qu'on fait une opération, par voie de presse, effectivement, on parle de l'association, donc on parle de la maladie, ce qui fait qu'on communique de plus en plus là-dessus. Moi, je suis également intégré à tous les groupes comme Orphanet, Oftara, tous les groupes d'ophtalmologie également qui sont répertoriés sur Facebook, sur Twitter. Donc tous ces gens-là, l'association leur fait connaître de plus en plus ces maladies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme il y aura de plus en plus de médecins qui seront formés, qui connaîtront de plus en plus ces maladies, eh bien ça facilitera également la détection. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que théoriquement, dans les années qui viennent, on devrait avoir de plus en plus de birdshot en France et dans le monde, bien entendu, parce que
si un toubib ne connaît pas la maladie, vous vous doutez bien qu'il ne peut pas la détecter. S'il la connaît, il a peut-être une chance de le faire. Donc voilà, ça sert également à ça. Alors, vous voyez dans les opérations que nous faisons également, ce sont des sensibilisations également en public. Hein. Ça peut, par exemple, j'ai des étudiants qui vont dans les centres commerciaux, qui mettent un stand Birdshot et puis qui expliquent la maladie aux gens. Comme vous pouvez le voir également, si vous voyez de notre site régulièrement et si vous voyez la page, nous faisons également des actions sportive, hein, moi qui viens du sport à la base, effectivement, on fait pas mal d'actions sportives pour parler de cette maladie, et puis récolter des fonds également. Donc voilà, on fait énormément de choses tout le temps, à longueur d'année, pour faire parler de la maladie, pour que les gens s'y intéressent déjà, pour que les gens y soient sensibilisés. Et pour surtout que les professionnels y soient sensibilisés hein, dans un premier temps. Et puis aussi, ça permet aux nouveaux malades de se dire, tiens, je ne suis pas seul. Il y a une association, je vais sur le site, il y a pas mal de gens, je peux discuter avec des gens un peu partout dans le monde, et ça, c'est extraordinaire. Donc ça, c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose qui n'existait pas quand j'ai créé cette association. Ça n'existait pas. Et là, on a l'impression effectivement de grande solitude. Ça, c'est une réalité. Donc là, je suis heureux maintenant que les gens puissent se dire, je puisse discuter avec des personnes qui éventuellement, même je peux aller physiquement voir. Hein. Parfois, ça peut être mon voisin, entre guillemets, où il peut être à 50 km, c'est une possibilité. Ou comme l'a fait Véro tout à fait récemment, de faire une très belle réunion à Toulouse, où ils ont réuni une cinquantaine de personnes. Donc ça, c'est super. C'est exactement ce qu'il faut faire. Sachant que moi, l'association, je vous l'ai montré tout à l'heure, vous voyez, pardon, c'est noté par là, voilà, ici, l'association visant à guérir la maladie. Alors, j'ai du mal avec mes doigts, pardonnez-moi, visant à guérir. Clairement, moi, quand j'ai créé cette association, ça n'a pas été pour lier les gens entre eux, mais bien pour guérir dans la vie, donc trouver de quoi guérir et et de trouver un traitement. Donc, dans un second temps, comme maintenant la recherche a démarré, il est intéressant effectivement de s'occuper peut-être un peu plus des patients, plus que je ne l'ai fait actuellement. Ça, c'est une réalité. Et puis voilà, il faut bien démarrer par quelque chose. Et je pense que ce genre d'intervention peut être intéressant. Voilà. Philippe est arrivé en retard, donc il redemande quel intérêt de prendre du CDD. Alors. Et Stéphanie te dit présente ton livret. Il explique bien le rôle de l'asso. Mais je viendrai au livret après, rassurez-vous. Alors j'essaie de regarder les uns derrière les autres, que c'est compliqué. Alors Stéphanie. Il y a Philippe Dumas qui a posé la question sur quel intérêt de prendre du CDB. Alors l'intérêt du CDB, je l'ai dit tout à l'heure. Donc les gens qui sont en retard payent l'apéro, hein, ça c'est normal. Mais l'intérêt de prendre Hi honey, nice to see you here. L'intérêt de prendre du CDB, alors pour en avoir discuté encore une fois avec des amis qui étaient australiennes et puis Birdshot, et également une autre qui était, je crois, écossaise, ils ont eu des résultats qui étaient incroyables. Très rapidement, ils avaient un œdème, plus d'œdème, je veux dire, c'était incroyable. Moi, je fais le test actuellement depuis 1 mois et demi, alors des doses sont faibles, et ça m'a permis en fait tout simplement de retrouver un sommeil réparateur. Donc rien que ça, je pense que c'est extrêmement positif. Voilà, l'intérêt pour moi de prendre du CDB, il est là également, quoi. Alors, que fait l'association? Soutien, sensibilisation, voilà. Enfin, je crois que j'ai répondu aussi également, Carole. Alors, je communique, vous voyez, tous les jours hein, sur ce que fait l'association, comment avance la recherche, quelles sont les innovations diverses et variées sur l'œil, la rétine artificielle, les recherches diverses et variées, les cellules souches. Alors, on en parlera peut-être des cellules souches. Pourquoi je n'arrive pas? Ah, voilà. Alors, Agnès. L'alimentation est la base. Oui, l'alimentation. Non, mais soyons clairs, l'alimentation, c'est la première des médecines. Je ne sais plus quel est le philosophe grec qui parlait de ça, justement. Effectivement, la première des médecines, c'est l'alimentation. La difficulté aujourd'hui, c'est que pour trouver une alimentation qui est saine, c'est extrêmement compliqué. Hein. Sur les 50 dernières années, il y a eu une explosion de toutes ces maladies auto-immunes. Pourquoi? Malheureusement, parce que il y a une baisse de qualité phénoménale de tout ce que l'on mange, que l'on boit, que l'on respire. Donc ça, c'est une énorme problématique à laquelle j'ai pas de réponse, malheureusement. Y a-t-il plusieurs bénévoles impliqués dans l'association? Alors, effectivement, il y a
il y a des personnes qui font des actions de temps en temps. Mélanie, par exemple, a fait un article. Chantal également avait fait un article. Il y a des. Alors moi, j'ai mes étudiants. Mes étudiants d'université, tout au long de l'année, font également des choses extrêmement intéressantes sur lesquelles je communique tous les ans, vous le savez fort bien, et sur lesquelles je vais également communiquer bientôt. On va faire une opération également avec le Lions Club, on est en train de monter ça. Quoi d'autre? On a tellement de choses en tête, en fait, et c'est des jeunes. Vous savez que ce sont des jeunes qui ne connaissent rien à la maladie, qui sont extrêmement curieux, qui sont impliqués de manière incroyable alors que quelque part ça ne les regarde pas. Et c'est extraordinaire. Et c'est aussi pour ça que je fais des interventions dans l'université, parce qu'il y a des gens effectivement, alors je le fais pour toute autre chose que le birdshot, mais c'est pas le souci. Eux font derrière leur mémoire de fin d'année sur l'association. C'était une volonté de leur part il y a 8 ans, la première fois, je crois. Et là, c'est renouvelé d'année en année parce que ils ont des idées, ils ont une façon nouvelle d'aborder les choses. Et ils connaissent peut-être mieux les réseaux sociaux que nous, et donc sont peut-être plus performants également. Voilà, c'est génial, c'est extraordinaire, extraordinaire. Bonsoir Christine. Alors, donc pour les bénévoles, voilà, potentiellement. Alors moi, je cherche tous les bénévoles, tous les gens dans le monde. Salut Christophe. Hi Andrea. Nice to see you here. Sorry, I don't speak that much English because most of the Christians are in French, and it's difficult for me to translate at the same time because there are so many Christians coming one after the other. Donc, alors j'en étais où en fait Tu parles des bénévoles. Oui, des bénévoles, oui, bien sûr. Tous les gens qui ont une idée, qui ont une suggestion, qui souhaitent effectivement s'impliquer dans la vie de l'association, qui souhaitent s'impliquer. Tout ça, récemment, j'avais posé la question de savoir qui souhaite être référent dans son secteur géographique pour les nouveaux arrivants. C'est-à-dire que je suis nouvel arrivant, j'habite, je ne sais pas, à côté de Toulouse, j'habite à Montauban. Je me dis, mais qui puis-je voir? Et là, je ne sais pas, je peux être Véro, excuse-moi, mais parce que je sais que toi, tu es sur la région de Toulouse, ça peut être Véronique qui dit, voilà, écoute, voilà, où se voir, ou si tu as la moindre question, pose une question, etc. Et que le reste en contact. Ça peut être une solution de proximité et créer du lien social, parce que la création de lien social est extrêmement important également pour le moral. C'est clair, la difficulté de rester positif dans ces conditions-là, c'est parfois un peu compliqué. Ça, je suis bien au courant. Christelle Paquet. Alors, Christelle. Est-ce que c'est normal que le spécialiste Ulrich continue de la cortisone à faible dose une fois la maladie stabilisée en supplément du Mira? Alors, concernant la double médication Humira, cortisone. Alors, il est vrai que moi, je la constate un peu partout. Et à la base, effectivement, on prend d'abord une dose importante de cortisone, on la baisse, et ensuite on ajoute effectivement l'Humira pour traiter ensuite le fond. Théoriquement, pour avoir discuté avec les médecins, les chercheurs de chez AbbVie, donc les gens qui font cette médication, eux, directement, ne voient pas l'intérêt de mettre de la cortisone avec de l'Humira. Alors, est-ce que ça peut être un double parapluie? C'est vrai que moi, je me mets également à la place des médecins. On en a en ligne là, le mien d'ailleurs. Et c'est une problématique. Quand on ne connaît pas la réaction de la maladie et qu'en plus, nous ne sommes ni égaux devant la maladie ni devant les traitements, il est clair qu'il est difficile d'appréhender le bon traitement et les bonnes doses. Donc, le fait d'en rajouter un autre, c'est peut-être rassurant pour le corps médical. Peut-être, franchement, j'en ai aucune idée. Mais moi, je suis surpris, à titre personnel. Et là, en tant qu'ingénieur, entre guillemets, et bête et discipliné et emmerdeur, et cherchant à comprendre, en fait, tout simplement, c'est que pour certains, dès le départ, on leur colle deux immunosuppresseurs, du corticoïde, et derrière, on rajoute de l'Humira. À quoi ça rime? Pour moi, ça ne rime à rien. Bon. Maintenant, si tout ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc, plutôt que de tester un premier immuno en disant ça fonctionne pas, peut-être un autre, etc. Soyons logiques également dans la façon de procéder. Je pense que tout le monde en sera gagnant. Et la surmédication, c'est quand même une grosse problématique. Globalement, quand on regarde les effets indésirables de toutes ces médications,
elles sont longues comme le bras, que je veux dire. Je ne pourrais même pas tous les traiter, tellement, on va dire, les effets indésirables sont tellement considérables. Alors, bonsoir Rob, et bonsoir Mohamed. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Tiens, pendant qu'on y est, vu qu'on parlait de livret, bon, vous le savez peut-être toutes et tous, nous avons édité un livret. Le livret fait 84 pages. Ce livret, comme vous pouvez le voir, est-ce que je... Arrête de bouger. Voilà, très bien. Voilà. Présentation, effectivement. Vous aurez également des témoignages qui sont à l'intérieur, ce qu'on doit connaître sur la maladie, les traitements, les statistiques de la maladie dans le monde, les actions que l'on mène, et également tous les hôpitaux, les médecins qui traitent cette maladie dans le monde. Ça fait 84 pages. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Hein. Globalement, je pense que les gens ont été contents de l'avoir pour ceux qui l'ont acquis pour le moment. Alors vous pouvez toujours l'avoir. Il suffit d'aller sur le site ou de me poser la question. J'y répondrai dans un futur proche si vous le souhaitez. Donc là, vous y trouverez effectivement tout ce qui concerne la maladie. C'est assez détaillé. Il y a pas mal d'images. Les statistiques, on parlait effectivement, toutes les statistiques sur le board shot, tous les éléments divers et variés que vous avez pu voir également sur le site et sur la page, hein, agrémentés de choses supplémentaires. Voilà, tout simplement. Donc toujours disponible si vous le souhaitez. Il y aura une version anglaise. There will be an English version very soon because I'm working on it. Et j'espère effectivement que ça intéressera les gens et qu'ils auront appris des choses ou qu'ils auront fait apprendre éventuellement des choses à leur entourage, parce que la difficulté également, c'est de faire comprendre aux gens le ressenti sur une maladie qui est une maladie invisible. Clairement, on n'a pas l'air malade. Hein. Bon, j'ai perdu mes cheveux, mais c'est pas à cause de la maladie, a priori. Mais voilà, donc c'est une difficulté également. Donc alors, cortisone, Humira, quel intérêt la cortisone quand on a des implants Ozurdex régulièrement? Ouais. Ce n'est pas utile. Ouais. Alors, je suis d'accord avec toi, Claudia. Pour moi, c'est double dose. Tout ce qui est, alors, à présent, il existe 3 types d'inserts oculaires. 2 dont on ne dispose pas en France, sauf erreur de ma part, qui s'appelle le Retisert et qui s'appelle le UTIC, qui est aux États-Unis. Et l'Ozurdex que l'on a nous par ici, que l'on doit refaire tous les 3 ou 4 mois, sauf erreur de ma part. Donc c'est un implant intravitréen. L'avantage du Retisert et du UTIC, c'est qu'il dure jusqu'à 36 mois. Donc je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas en France. Ça pour l'instant, je n'ai pas la réponse, mais il y a certainement une raison. Il n'y a pas de raison qui. Donc voilà. Donc je ne sais pas. Donc ce sont effectivement des corticoïdes que l'on dessert entre guillemets localement. Donc dans l'absolu, c'est pas plus bête. Plutôt que d'avoir un traitement global dit systémique avec des cachets comme vous connaissez tous, hein, bien entendu, qu'on connaît tous et qui font des effets que l'on connaît. Après, pourquoi rajouter effectivement des corticoïdes alors qu'on en met déjà dans l'œil? Donc tu as raison, Claudia, moi je ne comprends pas l'addition des deux. Maintenant, le to be a peut-être une explication, mais je ne vois pas dans quoi elle pourrait être éventuellement valable. Une question de... Alors Agnès, c'est ça? Agnès, oui. Elle attend surtout demain sa visite. D'accord, Agnès, tu as ta visite demain, d'accord, très bien. Dosage, pourtant j'ai été tranquille, 5 ans plus d'augmentation. Et elle est où la question? Il n'y a pas. Ah d'accord, pardon. Ok. C'est Christine maintenant. Ensuite. Alors. Quand la patiente a perdu la vision, est-ce irréversible? Ok Céline, mais si je relirai l'ensemble de tout ça demain parce que je pourrais pas prendre à la volée, mais envoyez-moi un mail ou laissez un mot sur le site, ce sera avec plaisir. Je vous expliquerai comment faire. Alban. Oh, bonjour Alban. Alors Alban Tessier, que vous voyez là, qui vient d'arriver, est quelqu'un d'extraordinaire puisqu'il a
Alban, je ne sais plus si tu es aveugle ou si tu es malvoyant, mais et il fait des choses incroyables. Il traverse les déserts, etc. Et on communique souvent là-dessus. Il est incroyable ce garçon. Donc bravo Alban et merci pour tout ce que tu fais. Donc qu'est-ce que Christine alors, quand la patiente a perdu la vision, est-ce irréversible? Les traitements n'ont plus aucune efficacité. Alors effectivement. Alors aujourd'hui, on traite, comme je vous le disais tout à l'heure, on traite essentiellement les symptômes. Quand on a perdu sa vision, c'est que l'ensemble des capteurs qui représentent la rétine sont morts. Donc, il n'y a plus de symptômes. Donc, on ne peut plus rien traiter. Quand le terrain est mort, il est mort. Par contre, beaucoup d'études sont faites actuellement sur plusieurs choses. Première chose, pour lesquelles nous sommes leaders en France d'ailleurs. Cocorico, ça fait pas de mal. Les implants rétiniens. Alors, certes, pour l'instant, ça n'est pas au point. Enfin, ça n'est pas au point. C'est encore balbutiant, dirons-nous. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je suis en contact avec la société Pixium, qui est à Paris et qui est une société incroyable, qui donc réalise des implants rétiniens avec des lunettes, etc. Et où les gens, même aveugles, arrivent à revoir. Alors, à revoir de manière très faible pour l'instant. Mais nous en sommes au début. Et à la base, il y avait effectivement 3 sociétés. Pixium, française, Retina, allemande, et Second Sight, américaine. Une nouvelle qui vient d'arriver également à Lille, mais on n'en est qu'au démarrage. Retina avait fait ses premiers essais sur l'hôpital de Montpellier. Malheureusement, elle a mis la clé sous le paillasson. Donc ça, c'est pas très bon en termes de SAV, etc. C'est pas extraordinaire. Donc les prochains essais qui sont déjà en cours, sur les sociétés de Pixium, et auquel cas, je vous tiendrai de toute façon au courant parce que c'est quelque chose d'incroyable. On parle de transhumanisme là, quelque part. On transcende effectivement l'homme vers quelque chose de supérieur. Alors bientôt, nous aurons certainement des implants rétiniens qui ont peut-être les capacités d'un téléphone portable. Pourquoi pas, ça n'est pas impossible. Aujourd'hui, c'est difficilement envisageable, mais à la vitesse à laquelle ça fonctionne, ça n'est pas impossible. Deuxième chose, les greffes de rétine. Alors, la greffe de rétine, effectivement, j'ai vu qu'il y avait des chercheurs qui étaient en train de travailler là-dessus. Je ne sais pas si dans notre cadre, c'est quelque chose de réalisable à ce jour. Voilà. Ils l'ont réalisé sur des animaux qui étaient atteints de maladies de rétinite pigmentaire, par exemple, ou de maladie Leber, d'amorose de Leber. Donc ça existe, ils l'ont fait. Voilà. Donc pour l'instant, pour nous, ça n'est pas efficace. Et dernière chose, les cultures de cellules souches. Alors on va me dire, non, Sylvain, les cellules souches, pour l'instant, c'est pas possible pour le birdshot. Oui, c'est vrai, pour l'instant, ça n'est pas possible. Mais à ce jour, il y a des chercheurs qui sont en Chine, qui sont en train de mettre en place tout un système, un protocole génétique qui permettrait, là je mets haute conditionnel pour l'instant, à des rétines qui sont qualifiées de mortes, de se régénérer. Une fois que la rétine est régénérée, on peut refaire pousser de nouvelles cellules. Donc là, tout l'aspect cellules souches serait extrêmement intéressant. Donc voilà, donc ça serait plusieurs phases et ça n'est pas pour tout de suite. Il n'empêche que c'est une technologie qui se développe de plus en plus et qui donne des effets extrêmement considérables dans plein de domaines. Donc pourquoi pas vis-à-vis de la rétine, qui est un domaine vraiment très particulier, la rétine. C'est l'extension de son cerveau, donc c'est compliqué. Question de Christine. Pourquoi continuer à prendre un immuno alors que la maladie est quasiment inexistante et est-on condamné à une médication à vie alors que la maladie se fait à peine sentir depuis 2 ans? Et j'ai répondu ça. Tu as répondu? Ouais. Je viens de la mettre un instant. Maladie inexistante. Pourquoi continuer à prendre un immunosuppresseur alors que la maladie est inexistante? Et donc on est là pour la médication. Il y avait peut-être une question similaire tout à l'heure. Il y avait une question similaire tout à l'heure. Qui dit maladie quasi inexistante dit maladie. Christine, tu vois, donc quand elle est inexistante, elle est dans une phase que je qualifierais de rémission. Il n'empêche que, il y a une image que donne le professeur Brézin et que j'aime bien, parce qu'elle veut dire ce qu'elle veut dire. En fait, nos yeux sont comme dans un bain-marie, avec une eau plus ou moins chaude, en fait, tout simplement. Donc, il y a par moment une eau qui est à peine tiède, donc
notre rétine, notre œil ne surchauffe pas, donc il y a très très peu d'inflammation et donc la maladie progresse peu. Et puis ensuite, pour des raisons X ou Y, il y a des facteurs que l'on ne connaît pas à ce jour et qui sont certainement multiples. On a une augmentation de ce bain-marie entre guillemets et ça repart. Donc effectivement, pendant la période, alors je serais assez d'accord avec toi pour dire que prendre des médications alors qu'il n'y a rien qui se passe, c'est pas très logique. Parce qu'à partir du moment où ça va reprendre, qu'est-ce qu'on va reprendre comme médication, quoi Où ce sera des doses encore supérieures. Voilà, la difficulté est là. Donc, sur cette maladie, n'oublions pas que globalement, le cœur médical joue un petit peu à l'apprenti sorcier. Hein. Il y a la technique du doigt mouillé, là c'est 40 mg, là c'est 30 mg. Je me mets à leur place, on ne connaît rien encore sur cette maladie, donc c'est une problématique. Par contre, il faut que les décisions soient prises en commun avec le médecin et le patient. Quand vous ne connaissez pas, quand vous ne comprenez pas ce que dit le médecin, posez-lui la question et demandez des explications. Il faut qu'il y ait une logique quand on vous dit, bah voilà, il faut que vous preniez ça, ça et ça, parce que ceci, parce que cela. Soit on est d'accord, soit on n'est pas d'accord. On a aussi le droit de ne pas être d'accord avec ça. Hein je ne peux pas vous dire autre chose. Il faut garder son compte à soi et de se dire, bah voilà, moi j'estime que non, je vais pas aller. On va arrêter parce que pour l'instant je sens qu'il n'y a rien qui se passe et que je me sens bien. Donc on va arrêter la médication. Sur médication, franchement, je ne vois pas l'intérêt, quoi. Ok. Après, il y a en mode soft. Bonsoir à tous. Est-ce que les points dans les yeux s'estompent avec le temps? 5 ans pour ma part, j'en ai de moins en moins. Merci à tous. Alors, concernant les points dans les yeux et les corps flottants, en fait, hein, et la vision de l'intérieur d'œil, entre guillemets. En ce qui me concerne, par exemple, grâce à Lumira, ça a beaucoup baissé. Hein, j'ai beaucoup moins d'embêtements avec ça. Donc, avec la bonne médication, il y a de fortes chances pour que ça diminue et inversement, sans la médication, il est hautement probable que cela augmente ou que ça au moins que ça perdure. Là, j'ai une question un peu de Normand, une réponse de Normand, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, mais pour moi, en ce qui me concerne, hein, cas que je connais le mieux, pardon de parler de moi, mais avec cette Humira, effectivement, j'inviterai qui est parfaitement clair. Quasiment clair, bien entendu, avec un aspect séquelaire, parce que mes yeux sont très abîmés, mine de rien. Carole qui demande qui finance la recherche. Et dans quel pays il y a des recherches? Alors, qui finance la recherche? Alors, la recherche, en ce qui nous concerne, c'est un laboratoire américain dont j'ai pas l'autorisation de donner le nom, mais voilà, c'est un laboratoire américain. Il y a des gens qui travaillent dessus un peu partout dans le monde. Je sais que il y a nos amis également hollandais qui travaillent dessus. Il y a des recherches qui sont faites à Moorfield Hospital, en Angleterre. À Londres. Il y a des recherches effectivement qui sont développées un peu partout. L'avantage que nous pouvons avoir, nous, en France, par rapport aux autres, c'est que nous avons une quantité de malades industriels par rapport aux autres. Là où nous avons, nous, 700 malades sur les 2500, 3000 au global, bon, ça nous permet effectivement d'avoir une vision plus affinée, entre guillemets, des choses. Nous avons créé une banque du sang des birdshot, donc ça nous a permis de séquencer. Et là, le séquençage est terminé sur 500 échantillons. On est les seuls à pouvoir faire ça sur 500 échantillons. Ensuite, tous les chercheurs sont en train de travailler dessus pour voir quelles sont les anomalies, qu'est-ce qu'ils trouvent. Hein, et là, on n'en sait rien pour l'instant. On est vraiment au balbutiement de tout ça, de manière relativement efficace. Mais il faut bien qu'il y ait un point zéro. Et le point zéro, il démarre là. Donc maintenant, on va voir, parce que l'intérêt, ça sera également de créer un consortium, et là on en a parlé avec le professeur Brézin, d'avoir un consortium international dans lequel nous sommes impliqués, et qui permettrait d'avoir, vaut mieux, je sais pas, 100 chercheurs que 10, quoi, je veux dire. Ça semble bête, mais ça semble évident. Voilà, donc les choses avancent, jamais assez vite, hein, ça je suis d'accord avec vous, mais les choses avancent, voilà. Il y a Martine Berthaud. Alors, Martine, attends, j'ai une question de Michel, de Claudia également, non?
C'est pas une question, c'est une réflexion. Ah d'accord, il paraît que les cellules souches ne sont pas possibles sur une maladie inflammatoire. Oui, bon. J'ai répondu effectivement tout à l'heure, affaire à suivre. Affaire à suivre pour moi. Donc l'autre... C'est en dessous, c'est celle de Martine, c'est en dessous, il faut dire. Ah voilà, Martine, pardon. Donc il y a 2 ans, elle est déclarée guérie, sans arrêt de traitement hélas, 3 mois plus tard, elle met au galop. Alors moi je reste factice sur l'arrêt total. Ça n'est que mon avis. Tu as raison Martine. Je peux que donner raison à ce que tu dis. Après, la décision, elle est personnelle. Hein, elle est personnelle et elle est faite avec le médecin. Euh, sur une maladie dont on ne connaît rien, quelque part, le médecin en connaît pas beaucoup plus que toi, quoi. Donc c'est ça le truc. Mais l'erreur, là, je suis pas très content vis-à-vis du Toubib qui t'a dit ça. Pour l'instant, ne guérit pas de cette maladie. Hein, on va être clair, on ne guérit pas de cette maladie. On traite des symptômes actuellement, ça c'est très bien, mais on ne guérit pas de la maladie. Donc un médecin n'a pas le droit de dire qu'on guérit de la maladie. Ça c'est la grosse erreur. Hein, ça c'est pas bien, voilà, tout simplement, et ça c'est inacceptable. Alors que tu sois sceptique sur la durée, je comprends beaucoup mieux effectivement ta façon de voir. Et là, je n'ai pas de réponse, elle n'est que personnelle. Moi, par moment, j'ai arrêté mes traitements. C'était une volonté personnelle que j'en ai discuté avec le professeur Brézin et Monet, et voilà, c'était un accord. Ensuite, on a la chance, enfin, en ce qui me concerne en tout cas, on a la chance d'avoir un corps médical qui est très facile d'accès. Et donc, au démarrage, moi, j'allais à l'hôpital tous les 15 jours, quoi, avec les traitements, etc. Donc, ça permet de ne pas avoir de mauvaises surprises, même si on arrête les traitements. Maintenant, c'est tous les 6 mois. Mais en 6 mois, il peut pas m'arriver grand-chose quelque part si je décide de jour au lendemain d'arrêter les traitements. Et si au bout de 6 mois, on me dit, ah ben tiens, ça a repris, bon, bah, écoutez, là, on va refaire effectivement un traitement. Mais si ça n'a pas repris, voilà, quoi. Encore une fois, évitons les surmédicalisations. Une question de Céline. Alors, Lumira. Alors, Céline, peut-il avoir un effet sur l'humeur? Petite dépression, ça fait des engins, l'impression que ça commence à l'effet secondaire. Alors, comme tous les médicaments, de toute façon, Céline, vous avez une liste d'effets indésirables qui est longue comme le bras. Après, ça peut en faire partie, bien entendu, oui. Alors, la difficulté également, c'est que psychologiquement, c'est aussi une maladie qui est dure à supporter. Hein. Je le sais fort bien, vous le savez aussi bien que moi. Ce qui fait que, à la longue, il y a une fatigue qui s'installe, que l'on soit médicalisé ou pas, et sur lequel il peut y avoir les effets, comment, comment dirais-je, de la pensée sur le corps. Hein. Le terme ne me revient pas, mais voilà, ce sont des choses qui existent également. Euh, alors, est-ce l'effet purement du médicament? Je n'ai pas de réponse directe à ça. C'est une possibilité. Est-ce la seule? Je ne sais pas. Et je ne pourrais pas vous dire, en toute honnêteté. Après, il y a une question. Christine demande comment on fait pour trouver un interniste quand on est dans un désert médical. Comment trouver, Christine, effectivement, comment trouver un interniste quand on est dans un désert médical? Alors là. Parce que son médecin ne peut pas lui prescrire du Mira, son médecin généraliste. Ouais. Effectivement, nous sommes sur une médication, si on parle de Mira, qui doit être prescrite par des hôpitaux, des internistes hospitaliers, pardon. Comment fait-on? Ah ben voilà, une excellente question. Je ne sais plus où tu habites, pardon, Christine. Tu habites dans quel coin? Je regarde le reste de ta question. Elle le note pas. Ah oui. Cochin n'a pas fait d'ordonnance à sa dernière visite. Cochin n'a pas fait t'as pas fait d'ordonnance. Ouais. Tu étais déjà sous Humira? Oui, oui. Auquel cas, il faut demander à. Il faut leur écrire, faire un mail en disant voilà, il n'y a pas eu d'ordonnance qui a été faite. Là-bas, c'est Pascal Cohen qui s'occupe qui est interniste, qui travaille avec le professeur Brézin sur l'aspect birdshot.
Ah non, elle est sur celle 7, Christine. Ah d'accord. Il me semblait bien que je te voyais pas sur Emira, Christine. Alors auquel cas, et tu es dans quel secteur, pardon, géographique? En Bretagne. Oui. En Bretagne, il vient de Oui, oui, répondre. bah oui, en Bretagne. À Nantes, c'est pas. Bah, est-ce que est-ce que il n'y a pas un CHU à Rennes, un CHU à Nantes? Je sais pas dans quel coin de Bretagne, c'est grand la Bretagne. Euh, Tu es sous Chouchen en fait, c'est ça? Euh, Là, tu me poses une question importante, mais je ne concevrais pas que dans un CHU breton, il n'y ait pas d'interniste. Tu n'en as vraiment pas? C'est incroyable, auquel cas. Hein. Après, sinon, bah oui, c'est vrai, c'est encore une fois se déplacer, je sais, c'est pas facile, c'est pénible, c'est tout ce que l'on veut, mais après, à un moment donné, tu n'as plus beaucoup de solutions, quoi, c'est vrai. Hein. Ah non, mais elle est allée à Cochin, ils lui ont pas fait Mais l'ordonnance. par contre, s'ils t'ont pas fait l'ordonnance à Cochin, bah, il faut revoir avec Cochin, faut passer un coup de fil aux personnes. Elle dit cette fois-ci, Cochin ne m'a pas fait d'ordonnance et me demande d'être suivie par un interniste. Mais elle n'en trouve pas, donc elle ne peut pas faire de miracle. Hein. Ouais, effectivement. Donc, toi, un interniste, après, c'est encore repartir à Cochin pour voir l'interniste. C'est vrai que c'est quand même pas pratique. Bah, s'il y en a Et, à et Brest, mais Nantes, il n'y en a qu'un seul, il est est-ce que, débordé. est-ce que Nantes est pas plus proche pour toi, Christine? Mais ça, on pourrait peut-être voir ça ensemble en dehors, si tu veux bien. Il y a pas de souci. Ce sera avec plaisir, voir comment on peut régler ça. Il n'y en a plus d'autres questions. Est-ce que vous avez éventuellement d'autres questions? Sorry for our English friend. I don't know if he's still online. I'm terribly sorry that we only spoke in French. Tu peux leur parler, il n'y a plus de questions. Comment? Tu peux parler à tes Anglais, il n'y a plus de questions pour le moment. Oui, mais je sais pas s'ils sont toujours là, mes Anglais, c'est ça le truc. Hope you're not too much disappointed. Maybe you could do something special for our English-speaking friends. Just tell me if you want to do so. I think it would be easier. You know, it's the first time we do this, and I didn't know if there would be anybody listen to what I wanted to say, and it was so difficult to speak French and English in the same time and answer to all the questions. I didn't know. It was the first time, and hopefully not the last time. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, non. Est-ce que alors oui, il y a une autre question de Stéphanie. Alors. Il y a Christelle qui te remercie parce qu'elle est en Belgique et il n'y a rien en Belgique. Ouais. Et Stéphanie demande où en est-on pour la reconnaissance de Birdshot et prise en charge chez Q que tu avais menée auprès de la ministre. Oui. Alors, machin. Alors, pardon, tiens, je lis en même temps. Non, médecin, non plus, etc. Pardon, je lis en même temps. Heureusement, cette association, c'est pas ce que je merci Christelle. Alors, Stéphanie, on est temps pour la reconnaissance des Birdshot. Alors, pour la reconnaissance concernant le Birdshot, bah, vous avez vu, de toute façon, j'ai un échange épistolaire avec Madame Brézin, donc Buzyn, à force de dire Brézin, avec Madame Buzyn. Donc, on en était au démarrage, donc ça continue. J'ai donc été routé sur le directeur général de la sécurité sociale en France. Et donc ça continue. Donc je lui ai fait un dossier en lui expliquant que il paraissait tout à fait illogique, incohérent que pour des gens qui payent les mêmes cotisations, puisque tous les mois on nous retire les mêmes cotisations identiques, que l'on soit à Dunkerque, à Nice, à Bordeaux, où que l'on soit, ce sont les mêmes conditions de paiement entre guillemets de cette assurance. Or, nous n'avons pas les mêmes prestations, ce qui est dans un pays de droit totalement illogique, voire limite illégal. Donc, bah voilà, les choses sont en route. Je sais que pour certains, ils ont réussi à récupérer leur ALD, leur 100%. Que le petit dossier que j'avais fait, ça avait aidé certains à décrocher ce Graal. Un autre problème se pose également maintenant sur les déplacements, puisque pour certains, malheureusement, ils n'ont pas pu se déplacer au jour des Birdshot.
car leur prise en charge n'a pas été prise, qui était accordée au départ, n'a plus été accordée en finalité, en leur disant que tout compte fait, ils n'avaient pas besoin de se déplacer, ils pouvaient aussi se soigner sur place. Bon, donc donc il y a un dossier donc à rajouter à ceci, mais il va bien avec la LD de toute façon, je pense. Hein. Globalement, c'est à peu près la même chose. C'est un mode de fonctionnement que je considère aberrant. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, Cochin n'est pas considéré comme centre référent de la maladie. Donc, on va faire en sorte que, on va essayer de faire en sorte, entre guillemets, que Cochin soit un centre référent, entre guillemets, pour la sécurité sociale en termes de maladie, ce qui fait que tout sera pris en charge, donc il n'y aura plus de problème, et puis les gens pourront se déplacer et venir se soigner correctement. Voilà, c'est quand même mieux. Donc les choses ont avancé, mais vous savez, dès qu'on met la main dans le domaine public et politique, ça devient extrêmement compliqué, et ce sont des gens qui sont peut-être pas forcément réceptifs à 700 électeurs en France. Ça, c'est une problématique. Voilà. Bon. Il n'empêche que, vous savez, moi, je suis pénible. Donc, je les embêterai jusqu'à temps qu'ils disent OK, on fait comme ça. Voilà. Vous pouvez compter sur moi. Hein, vous savez, je suis pénible comme garçon. Donc, je continuerai à le faire pour vous. Et comme dans d'autres pays également, où on essaie de faire avancer le chemin public. C'est pas forcément évident. Alors. C'est bon. Les gens commencent à s'en aller tout doucement. Bon, écoutez, apparemment il n'y a plus de questions. J'ai été franchement ravi, vraiment ravi que vous soyez là présent et que vous ayez des questions. C'était extrêmement intéressant, extrêmement formateur pour tout le monde. Si vous avez des questions, allez-y, posez-les moi sur la page, la page Facebook ou dans le groupe également, hein, dans le groupe Birdshot Disease Worldwide, la maladie de Birdshot dans le monde. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Dites-moi également ce que vous avez pensé de ce live. Est-ce que vous souhaitez qu'on le recommence? Est-ce que vous souhaitez que l'on fasse peut-être un live plus spécifique sur une question qui vous pose problème de manière tout à fait particulière? Je pense qu'il pourrait être également intéressant, peut-être dans un second temps, de faire un live également avec un professionnel de santé. Si un jour on pouvait faire un live avec le professeur Brézin, ce serait top. J'essaierai de lui poser la question et de savoir s'il y a une possibilité de le faire. Tu as faim, Stéphanie. Alors, pardonne-moi si tu as faim. En tout cas, je vous remercie infiniment. Un dernier mot sur ça, n'hésitez pas, vous pouvez toujours le trouver, ça pose pas de problème. En tout cas, je vous dis encore merci, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous et surtout, soignez-vous bien.